Bonjour. Ça va bien, Rodolphe? Bonjour, Ça va bien. c'est vrai toi? Bonjour aux quelques personnes qui nous ont déjà rejoints. Je crois qu'on est une bonne cinquantaine déjà. On va peut-être attendre encore un petit peu le temps d'avoir du monde qui nous rejoigne. Bon, en tout cas, si les gens nous entendent bien et si les gens nous voient bien, faites un petit like sur Facebook qu'on puisse le remarquer. On se donne encore une minute encore, Thibaut? Ouais, on va se donner une petite minute. On va laisser les gens arriver tranquillement et puis on se dit que d'ici une minute, on peut lancer. Parfait. J'arrive pas à voir le nombre de personnes qu'on est, donc si toi tu les vois, je suis preneur que tu me donnes l'info. Bah, au vu des emojis, je dirais qu'on est environ 10 000. C'est plutôt pas mal. Donc, C'est pas mal alors, on est pas mal. Bon, écoute, tout le monde a l'air de bien nous entendre en tout cas. Merci. ouais, ça a l'air. Merci à tous pour nous avoir rejoints en tout cas. Je vais lancer Rodolphe et puis comme ça on va pouvoir Allez, go. Ça on va marche. pouvoir recommencer. Puis les quelques retardataires, je pense que vont pouvoir prendre sur le fil. Alors, en tout cas, merci à tous d'être présents. Rodolphe et moi, on est aujourd'hui là pour parler un petit peu de vos projets. Qu'en est-il de votre projet immobilier en fait en sortie de confinement? Du coup, pour ma part, je travaille pour Preto. Je suis directeur commercial chez Preto. On est, nous, courtiers en prêt immobilier. On vous trouve en ligne, 100% en ligne, votre crédit de manière simple, rapide, transparente. Tout ça un peu depuis votre canapé, si vous voulez. Et donc, du coup, on fait des milliers de crédits chaque jour auprès de milliers de Français. Donc, on a aujourd'hui la possibilité de vous faire un petit retour sur ces 2 mois et sur l'état du marché du côté crédit. Et lui, Rodolphe, qui va présenter tout de suite Proprio, vous le fera plutôt côté bien. Exactement. Donc, je m'appelle Rodolphe. Je suis le head of sales de Proprio. Proprio, pour vous le définir, c'est une agence immobilière, avant tout, qui a créé aujourd'hui une expérience immobilière pour ses utilisateurs qui soit simple, fiable et performante. Alors, nos acheteurs ne le font pas depuis leur canapé puisqu'il va falloir qu'ils viennent visiter leurs biens, mais on a recréé l'agence et redéfini l'agence immobilière pour qu'elle soit beaucoup plus simple, fiable et performante. Merci Rodolphe. Du coup, on va aborder 2 grosses thématiques en fait aujourd'hui avec vous. La première, elle est simple, c'est faire un état des lieux du marché de l'immobilier côté bien immobilier, et puis aussi un état des lieux du marché côté crédit immobilier au sortir du confinement et de ces 2 mois, et puis de ce qu'on peut essayer de projeter un petit peu sur les mois qui vont venir. Et puis on va essayer du mieux qu'on le peut, en tout cas avec les compétences qu'on a, de vous donner des conseils pour démarrer et ou reprendre un projet immobilier que vous avez. On a aussi ensuite. N'hésitez pas du tout à interagir et à poser vos commentaires, et on sera en fin de présentation, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Ouais, toutes les questions que vous pouvez poser, vous les mettez dans les commentaires. On a déjà des questions. Certains d'entre vous nous ont déjà posé des questions en amont, donc on a déjà compilé certaines de ces questions. Et ceux qui ont d'autres questions, il ne faut vraiment pas hésiter. On va faire ce qu'on peut pour répondre à l'ensemble des questions qu'on aura. Du coup, je te laisse introduire, Rodolphe, sur la partie d'état des lieux du marché de l'immobilier. Donc, merci Thibaut. Oui, important de cette introduction de faire un état des lieux de ce marché immobilier qui a posé quand même pas mal de questions, on a vu beaucoup de gens écrire énormément sur l'état de ce marché, revenir sur des notions assez élémentaires. La première notion,
on s'est rendu compte que le Covid, ou en tout cas la crise du Covid et le confinement, a eu un effet de mise en pause de ce marché immobilier. Nous, en tant qu'acteurs de ce marché immobilier, on a dû donc retirer pas mal d'annonces, on a dû stopper parce que les gens ne pouvaient pas ni visiter, ni nos agents ne pouvaient pas visiter les appartements. Donc, effectivement, on a dû stopper en quelque sorte notre activité et on a arrivé à un constat qui est le suivant, qui sont des statistiques sorties par Meilleur Agent, à savoir une baisse donc de 75% des actes authentiques qui n'ont pas pu être signés, une baisse des transactions qui n'ont pas pu avoir lieu et 66% quasiment des annonces qui ont été, du nombre d'annonces publiées qui ont dû être dépubliées ou en tout cas des appartements qui n'ont pas pu être mis en vente. C'est important de dire que le marché ne s'est pas stoppé. Le marché a décéléré. Soyez confiants sur une chose, c'est que le marché s'est mis en quelque sorte en quelques pauses, mais ne s'est pas arrêté tout bonnement. Donc le marché a juste décéléré. On a eu des prises de décision hyper intelligentes et pratiques, à savoir comme des ordonnances fin mars 2020 où on a pu effectivement signer des actes authentiques encore à distance. Donc ces prises de décision ont pu nous permettre, en tout cas, ont pu permettre à certaines personnes de voir leur projet se conclure. Donc l'activité s'est accélérée, mais ne s'est pas arrêtée. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qui est intéressant, il faut se rendre compte que c'est un marché qui est, le marché immobilier est un marché hyper psychologique. C'est-à-dire qu'on est sur des acheteurs, on est sur des vendeurs, et donc ce marché a donné lieu à des néo-comportements, des comportements tout à fait différents de comportements que l'on connaissait auparavant, avant le Covid. La première chose, c'est que il faut comprendre que le comportement des vendeurs et des acheteurs, le comportement définit le marché, c'est pas le marché qui définit les comportements. C'est pas la même notion. Et pré-Covid, pour ceux, alors je serais intéressé de savoir qui est acheteur, qui est vendeur sur notre audience. Est-ce que si vous voulez mettre des commentaires, allez-y, n'hésitez pas, ça peut être intéressant d'échanger effectivement sur votre qualité. Avant le Covid, pour ceux qui étaient sur ce marché immobilier, on s'est rendu compte que le marché était assez fou, quasiment déraisonnable, on pourrait dire. Donc, un marché qui manquait de cohérence. On a eu le confinement et le constat a été de se rendre compte que, sorti du confinement, les gens avaient… Il y a deux choses qui ressortent de là, deux maîtres mots qui ressortent de cette situation. C'est la recherche de stabilité et la recherche de cohérence sur leur achat et sur ce marché. Donc, ces nouveaux comportements psychologiques, c'est assez drôle parce que finalement, des gens qui ont passé 2 mois chez eux se sont rendus compte d'une chose. C'était que leur intérieur était très, très important. Et ils ont redéfini leurs priorités quant à la recherche de l'appartement, en tout cas, et ils sont devenus beaucoup plus méticuleux sur ce qu'est leur intérieur, leur appartement. Donc, on se retrouve avec une catégorie d'acheteurs qui aujourd'hui est un acheteur qu'on pourrait qualifier d'acheteur qu'on retrouve chez les acheteurs d'appartements haut de gamme, c'est-à-dire très méticuleux, avec un cahier des charges assez précis et très regardant. Ce que n'étaient pas certains acheteurs sur des appartements moins chers, ou en tout cas, on pouvait faire l'impasse sur certains défauts d'appartements. Donc, aujourd'hui, le marché connaît… alors, surtout pas dire que le marché connaît une baisse. J'aime pas que l'on puisse généraliser en disant le marché est absolument baissier. C'est ridicule, c'est faux. Ce qu'il faut dire, c'est que le marché n'est jamais uniforme. Le marché immobilier n'est pas uniforme. Par contre, Thibaut vous en parlera, mais c'est vrai que de prendre des acheteurs qui ont des conditions de crédit avant Covid qui sont devenues plus drastiques a fait que un acheteur aujourd'hui qui est plus méticuleux se retrouve à faire une chose, c'est d'être hyper regardant sur son appartement. Ce qui fait que on observe un écart type aujourd'hui sur des acheteurs et des biens qui, lorsqu'ils sont hyper qualitatifs, vont sûrement être des biens qui vont soit se stabiliser, soit devenir plus chers. Et à contrario, on va pouvoir retrouver des acheteurs, des vendeurs ou des acheteurs qui ont des biens beaucoup moins qualitatifs. Et ces appartements-là, par contre, risquent, comme on a un comportement d'acheteur beaucoup plus regardant, où chaque euro dépensé va être regardé, avoir un appartement qui, lui, pourrait voir ses prix baisser parce qu'une somme de défauts peut-être plus importante. Donc, stabilité du marché, je dirais que le marché reste comme une valeur refuge, que les gens sont toujours enclins
Pour preuve, chez Proprio, on a quand même un volume de visites et un volume de demandes d'estimation, de projets qui sont encore amorcés, qui est ultra positif. En l'occurrence, moi, je trouve que le marché est toujours porteur et ça, c'est une des données qui est vraiment favorable. Si ça peut déjà répondre à certaines questions là-dessus, donc dédramatiser, le marché est toujours porteur. Par contre, on a un rééquilibrage. Comme je vous l'ai dit, il y a deux maîtres mots, stabilité et cohérence. L'incohérence que l'on retrouvait sur le marché pré-Covid, où il y avait une espèce de frénésie sur l'achat immobilier, on retrouve quoi aujourd'hui? On retrouve une stabilité, une cohérence sur le marché. On a un rééquilibrage de ce marché-là où, effectivement, on avait quasiment 7-8 visites par appartement. Aujourd'hui, on se retrouve avec une moyenne de 2,5-3 visites par appartement. Donc, on se retrouve sur un marché qui s'est apaisé, stabilisé. Avant, on était sur, et ça c'est important de faire cette différence entre ce qui est cher et ce qui a de la valeur. Avant, c'était cher et tout le monde se jetait sur des appartements malgré leurs défauts. Aujourd'hui, on est sur un marché de valeur avec, d'où l'importance de son agent immobilier, de la valorisation qu'on fait de votre bien immobilier. On a accordé de la vraie valeur aux choses et c'est ce comportement psychologique que l'on ressort sur cet état aujourd'hui du marché. Ces comportements-là se définissent aussi par rapport au fait que les données de crédit ont relativement évolué. Donc, je pense que Thibaut, évidemment, vous en parlera, à mon avis, beaucoup mieux. Si Thibaut, tu veux peut-être prendre le point. Sans problème. Oui, effectivement, il s'est passé aussi un petit peu pas mal de choses sur le côté crédit. La première chose qui est quand même assez positive, c'est que finalement, l'activité des banques, elle est quasiment revenue à la normale aujourd'hui. Et par ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé les 2 derniers mois, les banques ne se sont pas arrêtées. Elles ont fonctionné un peu au ralenti pendant le confinement, mais elles ont quand même fonctionné. On a, nous, des centaines d'experts chez Preto qui ont, je sais pas, en une demi-journée, on avait réussi à connaître l'ensemble des banques du marché qui travaillaient. Et en fait, 95% des banques fonctionnaient. Alors, elles ne fonctionnaient pas à plein régime, on était de l'ordre de 40%, mais elles fonctionnaient quand même. Donc, elles pouvaient quand même octroyer des crédits et continuer à avoir de l'activité de crédit sur le crédit immobilier. Et donc, on a vu finalement des signatures, des déblocages de fonds qui ont eu lieu pendant les 2 mois de confinement. Les équipes de Preto ont continué à travailler, on a continué à faire du crédit immobilier. Alors, on n'a pas fait le même volume que l'on fait d'habitude, mais on a continué à travailler. On n'a pas à stopper notre activité comme on aurait pu le croire. Et alors, ce qui se passe depuis le 11 mai est plutôt là vraiment sympa parce que les banques ont réouvert. C'est bon, il y a une reprise qui est remarquée. On réenvoie beaucoup de dossiers. On a des acceptations de dossiers qui peuvent se faire sous une semaine, ce qu'on ne voyait plus depuis maintenant quelques semaines. Avec quand même une notion qu'il faut garder en tête, qui est le fait que les gens aujourd'hui ont tous eu beaucoup de projets d'achat qui ont été un peu retardés. Et donc, du coup, on a les banques qui ont priorisé le traitement des dossiers de crédit immobilier sur l'achat. L'achat et particulièrement l'achat de résidence principale. Ça va rechanger dans les semaines qui vont venir, mais pour le moment, c'est surtout sur l'achat des résidences principales. Et il est sûr que, effectivement, les investissements locatifs, les résidences secondaires ne sont pas les priorités dans le traitement des dossiers. Donc, vous pouvez être amené à avoir des délais un peu plus longs que l'habitude quand même sur des dossiers qui ne sont pas de la résidence principale. Et même sur de la résidence principale, du fait que, notamment, les écoles n'ont pas complètement réouvert, les modes de garde sont encore un peu compliqués, mais il y a encore pas mal d'absences dans les banques qui fait qu'on a des délais de traitement qui se sont un peu allongés. Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez des dossiers de financement en ce moment qui mettent un peu de temps à aboutir, c'est normal, l'activité reprend tout doucement. Mais elle reprend quand même avec un bon rythme. Mais n'hésitez peut-être pas, par exemple, à venir proroger vos conditions suspensives quand vous sentez que vous êtes à 1 mois de vos conditions suspensives. Il faut se dire peut-être que c'est le moment de les proroger puisqu'on a des délais qui vont être un peu plus forts et un peu plus longs que d'habitude. Et puis ensuite, l'objectif aujourd'hui, lorsque vous allez faire un crédit quand même, c'est d'essayer de cibler au mieux une agence ou une banque qui va être opérationnelle près de chez vous. Et donc pour ça, il faut se rapprocher de professionnels, de courtiers qui ont une vision, comme nous chez Preto, super large du marché. On contacte toutes les banques tous les jours, des centaines de fois, donc on sait exactement qui est ouvert, qui n'est pas ouvert, dans quelles conditions on va pouvoir faire avancer un dossier. Donc renseignez-vous auprès de professionnels du financement immobilier, de manière à pouvoir rapidement savoir où vous pouvez bien vous placer. On a une deuxième, du coup, un deuxième phénomène qu'on a pu remarquer, qui est un durcissement des conditions d'octroi du crédit. Alors, finalement,
on a eu beaucoup de presse, beaucoup de littérature ces 2 derniers mois sur le sujet, mais c'est un phénomène qui est déjà engagé depuis début janvier. Le HCSF, qui est du coup le Haut Conseil de la stabilité financière, qui est un organisme d'État, a émis des souhaits et même a émis des conseils forts auprès des banques de manière à ce qu'il y ait maintenant des conditions qui soient respectées et qui soient un peu plus fermes. Et ces conditions-là, elles ont été publiées en janvier et on a demandé aux banques de les mettre en place depuis janvier, mais il y avait un laps de temps qui courait et on est en train de voir la mise en application de l'ensemble de ces conditions. Donc, ce n'est pas le Covid qui amène le durcissement de l'octroi de crédit, c'est un phénomène qui a déjà été engagé parce que, comme l'a dit à juste titre tout à l'heure Rodolphe, il y a eu une frénésie sur le marché de l'immobilier. Il faut quand même rester ultra positif. On a eu plus d'1 million de transactions l'année dernière. On a fait des financements sans apport dans tous les sens. Il y a eu de l'investissement locatif facilement. Enfin, il s'est passé des choses assez folles dans le marché du crédit immobilier qu'on n'avait pas vu depuis quelques années, avec des taux historiquement bas. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, le régulateur a mis le pied dessus, la main dessus, pour venir améliorer ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? On demande aux gens aux gens qui veulent emprunter, faire un crédit aujourd'hui, de ne pas dépasser un taux d'endettement de 33% maximum. Alors, ce n'est pas sur tout le monde. Effectivement, quand vous avez des très hauts revenus, vous avez la possibilité de dépasser ce stade, mais globalement, il faut quand même respecter les 33% d'endettement. On peut se dire qu'emprunter sur 30 ans, ça va être un petit peu de l'histoire ancienne. Ça va être très compliqué de pouvoir le faire. 25 ans reste le maximum et 20 ans sur le locatif. On va s'arrêter. On va s'arrêter sur ces durées-là, qui sont déjà des super durées. Et honnêtement, pouvoir emprunter sur 25 ans, on ne se voyait pas il y a quelques années. Idem pour faire du locatif sur 20 ans. Donc, c'est quand même des très belles choses. Comme je le disais tout à l'heure, l'investissement locatif est moins prioritaire. Les investisseurs locatifs ne sont pas la priorité des banques au sorti du confinement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a un petit truc qui va peut faire quand même un petit peu changer la donne, c'est vrai, dans les prochaines semaines, c'est le financement à 110%. C'est-à-dire un financement à 110%, ça veut dire qu'on demande aujourd'hui à la plupart des acheteurs de couvrir l'ensemble des frais qui tournent autour de leur crédit. Les frais, ça va être les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de la banque, les frais du courtier, etc. Pour pouvoir financer un crédit. Donc, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas l'ensemble de ces critères, que vous n'aurez pas de crédit. Ça veut juste dire que ça va être beaucoup plus compliqué et que du coup, l'octroi de crédit est toujours réalisable. On peut faire encore des centaines de milliers de crédits et il n'y a pas de problème pour continuer à faire du crédit. Il faut juste rentrer dans des cases qui sont des cases, honnêtement, qui étaient des cases normales il y a quelques années. Et on était plutôt dans l'ordre de quelque chose d'anormal depuis 2-3 ans. Ensuite, il y a quelque chose que tout le monde aussi a remarqué, et ça on en a beaucoup parlé, c'est l'évolution des taux. Les taux ont augmenté de manière en moyenne de à peu près 0,3% depuis mars sur l'ensemble des profils de l'ensemble des banques. Il y a des banques qui ont très fortement augmenté, plus 0,5, d'autres qui ont très peu augmenté. Donc voilà, c'est pas uniforme non plus sur le marché. Tout le monde a augmenté, mais les augmentations n'ont pas été non plus folles chez certaines banques et chez certaines ont fait des grosses augmentations. Donc il faut être assez vigilant aussi sur la hausse des taux. Il ne faut pas en faire un phénomène qui vous fait peur sur le fait qu'il faut acheter maintenant, que les taux vont complètement augmenter. Je crois que vous voyez à l'écran un petit tableau qui vous indique un petit peu les profils sur des durées. Vous voyez qu'effectivement, sur 25 ans, ça va être compliqué d'emprunter à moins de 1,5%. On a à l'époque souvent vu, il y a quelques mois encore, des financements de 25 ans qui approchaient les 1%. Il faut se dire qu'on les verra un peu moins dans les mois qui vont venir. Ça reste cependant des taux qui restent super attractifs. On est en deçà des 2%. Certains profils, pour les gens qui ont des petits revenus, auront des taux qui approcheront des 2%, mais on reste quand même sur des taux qui restent super compétitifs. On n'est pas dans des taux qu'on a pu voir il y a des années qui étaient assez démentiels. On a un marché de l'immobilier côté crédit qui est encore très attractif. Ça vaut encore vraiment le coup de faire des crédits et d'acheter. Donc je pense qu'il ne faut pas trop paniquer sur cette hausse des taux dont on entend parler depuis le début. Et encore une fois, on n'a pas une boule de cristal, donc on ne peut pas non plus complètement annoncer, savoir ce qui va se passer. Mais ceci étant, c'est rassurant, c'est encore très compétitif. Et il faut continuer du coup à aller chercher des crédits aujourd'hui. Donc pour conclure un petit peu, c'est vrai que il y a beaucoup de critères. Donc, je vais vous évoquer une hausse des taux, des recommandations du Haut Conseil à respecter pour rentrer dans les cases. Donc tout ça, c'est beaucoup de données que vous avez à prendre en compte pour votre projet immobilier. Et donc moi, ce que je vous invite à faire dans ces moments-là, parce que quand on arrive dans des moments où les choses se resserrent un peu,
et où il est un petit peu plus compliqué de faire un crédit, même si c'est toujours très... Enfin, c'est pas compliqué, c'est très simple de faire un crédit si vous passez par des gens comme nous et des courtiers. Cependant, les conditions sont plus les mêmes. Donc, il y a des données qui ont changé. Et je vous amène à aller voir un expert qui pourra facilement vous dire si votre dossier est finançable, comment l'ajuster, comment ajuster votre financement, comment aller chercher quelque chose pour faire que votre financement soit plausible demain auprès des banques. Et donc, du coup, il faut aussi très bien cadrer son projet, et notamment très bien cadrer son projet immobilier. Là, c'est plutôt Rodolphe qui va vous en parler, mais il y a aussi un effort à faire de ce côté-là pour savoir qu'est-ce que vous voulez acheter, parce que ce que vous voulez acheter va aussi déterminer ce que vous allez emprunter. Alors, oui, effectivement, revenir sur les conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui. Alors, on a listé 11, il y a peut-être d'autres, mais les 11 principaux conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui pour bien acheter son appartement. Le premier, c'est choisir le bon professionnel. Je vois que la plupart, enfin, pas mal d'entre vous aujourd'hui sur live sont des acheteurs. La plupart des acheteurs cherchent sur un périmètre assez défini. Comme ce périmètre est défini, vous allez avoir une atomisation d'offres immobilières qui donc concentrez-vous, jetez votre dévolu sur 3 agents immobiliers maximum sur votre secteur. Si vous avez choisi une personne parce que feeling, parce que vous êtes trouvé professionnel, parce qu'il avait bien répondu à vos questions et qu'il va être assez disponible pour vous, gardez ces 2-3 agents, pas plus. Ne courez pas après tous les agents immobiliers de Paris. Vous allez avoir une déperdition de vos efforts et ça va créer de la déception. Donc, concentrez-vous sur 1, 2, 3 agents immobiliers et ils prendront soin de vous. C'est mon premier conseil. Évidemment, le deuxième conseil, c'est lorsque vous êtes avec un agent immobilier, lorsque vous êtes un néo-acheteur, un acheteur qui arrive sur le marché, votre problématique, et vous avez dû le connaître parmi ceux qui sont avec nous aujourd'hui, c'est de se dire je suis arrivé le deuxième, je suis arrivé le troisième sur cet appartement, pourquoi je n'ai pas été choisi? Ça arrive toujours trop tard, j'ai eu l'alerte sur un site qui liste comme se loger par et l'appartement. Donc, à cette réponse-là, le but, c'est d'être en amont. Peut-être que ça va leur faire grincer les dents, mais mon conseil est le suivant. Pour se placer en amont, vous allez devoir voir votre agent immobilier et je vous le dis parce que ça a fonctionné. Appelez-le un lundi midi, par exemple, lorsque vous l'avez au téléphone pour lui dire, écoutez, rappelez à mon bon souvenir, j'aimerais acheter cet appartement et que voici mon cahier des charges. Vous le faites un deuxième lundi, vous le faites un troisième lundi et vous le faites plusieurs fois, tout le temps à midi par exemple. Vous allez créer chez votre agent immobilier une espèce de réflexe pavlovien où la personne qui, le lundi suivant à 11h59, vous êtes sûr qu'elle va se dire « Ok, c'est bon, je vais encore avoir cet appel de madame ou de monsieur, j'en peux plus, il faut absolument que je trouve son appartement. » Sachez que si le mercredi suivant, il a fait l'estimation de cet appartement, ou ne serait-ce que s'il va rentrer le mandat dans une semaine, vous serez la première personne qui va appeler. Donc, à mes amis qui sont agents immobiliers, je suis désolé, mais sachez que si vous avez une centaine de personnes qui vous appellent demain tous les lundis à midi, ça sera de ma faute, j'en prends l'entière responsabilité. En tout cas, sachez une chose, faites auprès de votre agent immobilier, créez cette relation particulière en lui créant un réflexe pour qu'il se rappelle de vous au moment voulu et donc d'être là en amont de ce projet. En amont de ce projet, vous avez aussi une chose à faire. N'ayez pas peur de vous livrer sur la personne que vous êtes, d'expérience. Et je vous le dis, c'est hyper important pour nous, agents immobiliers, de vous connaître, de vous sonder. Un appartement, c'est très personnel. On sait à quel point ça devient hyper intrusif sur votre vie. Donc, n'ayez pas peur de parler de vous, de votre famille, de vos amis, de vos hobbies, de vos habitudes de vie. Votre cahier des charges, on le verra en 4e point, votre cahier des charges est donc flexible. Et donc, forcément, vous n'allez jamais acheter l'exactitude de ce que vous vous êtes dit au départ. Vous allez avoir un cahier des charges. Alors, nous, en tant qu'agent immobilier, on sait très bien qu'un acheteur lambda, quand il vient nous voir, c'est jamais un rez-de-chaussée très cher et sombre. Il a toujours envie d'un étage élevé, lumineux et forcément pas cher. Donc, votre cahier des charges est souvent reconnaissable, identifiable, mais il y a des éléments exogènes qui sont hyper importants. Notamment comment vous vivez, ce que vous aimez faire, le sport, vous aimez vous balader, le type de commerce que vous aimez fréquenter, où sont situés vos meilleurs amis. Ça va nous aider à
élaborer un cahier des charges un peu plus large. Donc, sachez, restez flexible sur votre cahier des charges, c'est hyper important. Vous n'allez pas acheter l'exactitude de ce que vous avez en tête et de ce que vous avez fantasmé. Et c'est pour ça que mon 5e point, c'est de regrouper les visites. Lorsque vous faites une recherche d'appartement, prenez quand même l'habitude de ne pas faire une visite spot à droite, un lundi, un mercredi, un samedi. Essayez tant bien que mal de demander à votre agent immobilier de vous faire visiter des appartements qui correspondent. En général, il a ce réflexe spontané si c'est un bon agent immobilier. Après, si le marché ne le propose pas, tant pis. Mais dans la mesure du possible, regroupez les visites. Ça vous permettra de comparer certains éléments auxquels vous n'avez pas pensé sur des appartements, de faire des projections différentes. Ça renverra au 4e point dont on a parlé, à savoir cette flexibilité qui est nécessaire pour trouver votre appartement. Vous avez regroupé vos visites, c'est super. Par contre, faites attention. C'est mon conseil, n'y passez pas la journée. On a vu trop de fois des gens qui se laissent et qui se jettent à corps perdu dans leur recherche d'appartement. Un appartement, un bien immobilier, c'est quand même plutôt proche du marathon que du sprint. Aujourd'hui, on commence à avoir des météos assez clémentes, plutôt sympas. Si vous passez toute votre journée, tout votre samedi à visiter des appartements et que ça se solde par un échec, vous allez vous en vouloir de ne pas être parti chez votre cousin Michel faire un barbecue. Donc, mon conseil, OK pour aller visiter des appartements. Par contre, ménagez des plages horaires, faites 2-3 visites par 2-3 visites et ne faites surtout pas toute une journée. Vous allez arriver, vous allez être éreinté et vous allez être au bout de samedi, vous allez mettre de côté votre recherche d'appartement à cause de la déception. Vous faites ça, vous trouvez peut-être un appartement qui commence à vous correspondre, variez les horaires de visite. Je dis ça parce que si vous avez un agent qui vous propose un appartement tous les lundis à 11h45 et pas un autre horaire, moi, à mon avis, il y a peut-être un problème. Mais variez les horaires de visite. Si vous visitez un appartement le lundi midi, peut-être essayez le samedi 18h. Les populations sont différentes. La vie dans un immeuble, parce que vous achetez un appartement, vous achetez un immeuble, vous achetez un bout de quartier, ce que vous devez voir, c'est tous ces paramètres-là en même temps. Donc, lorsque vous faites vos visites, variez les horaires. Pensez à aller même quasiment le lendemain, après avoir visité un appartement, vous baladez dans le quartier à des horaires différents. Ça vous permettra de voir la vie de quartier et voir si elle vous correspond. Lorsque vous visitez, évidemment, n'oubliez pas, je vous ai dit, vous achetez un bout d'appartement, mais vous achetez aussi une copropriété. Donc, vous achetez une partie d'immeuble et donc de ces parties communes. Visitez, même si l'appartement n'a pas de cave, visitez les caves, visitez les sous-bassements d'un immeuble. C'est hyper important. Ça vous donnera un échantillon de comment est gérée la copropriété. N'oubliez pas que vous achetez, c'est aussi une partie de l'immeuble. Voir des caves de la façon dont elles sont aménagées, si elles sont propres, si elles ont été bétonnées, si l'immeuble est bien entretenu, c'est un révélateur de ce que vous allez vivre sur peut-être les 5, 10 et peut-être 20 prochaines années pour ceux qui vivent 20 ans dans un appartement. Une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas, et ça c'est mon 9e conseil, n'hésitez pas à faire une offre dès qu'un bien vous plaît. La problématique que vous pouvez avoir, alors c'est la pire problématique peut-être, c'est de dire je visite un appartement et c'est le bon. Et bah oui, je suis désolé, mais c'est vrai que ça peut arriver. Donc la plupart des gens ont un peu peur, sont frileux de se dire j'ai fait une visite, j'ai vu un appartement et c'est bon, est-ce que j'y vais pas. Attention, il n'y a pas de règle, vous n'aurez pas le 10e appartement qui sera mieux que le 9e, qui sera mieux que le 8e, mieux que le 7e. C'est pas linéaire. Un achat d'appartement sur les visites, vous n'allez pas voir un 15e, sera peut-être jamais mieux que le 2e appartement que vous ayez visité. Peut-être que vous ne retrouverez jamais ce 2e appartement visité qui finalement était le bon. Donc, dès que vous voyez un appartement, et si vous vous dites, écoute, j'arrive à me projeter dans cet appartement-là, faites une offre, n'hésitez pas, vous le revisiterez après, parce qu'entre l'offre et l'aboutissement final, il y a quand même pas mal de temps. Mais surtout, si vous voyez un appartement, n'hésitez pas à faire une offre. Et surtout, ça c'est mon 10e conseil, questionnez et écoutez votre agent immobilier. Vous avez en face de vous, et ça c'était le premier point, vous avez un professionnel que vous avez en plus choisi. Vous vous êtes livré, il vous a aidé, vous l'avez même harcelé, en tout cas demain c'est ce que vous risquez de faire, mais écoutez-le dans ces cas-là. C'est-à-dire que vous avez des agents immobiliers qui sont des professionnels de leur métier, qui font ça depuis des années. Ils ont vendu, ça se trouve, dans le même immeuble, ils ont vendu peut-être 4-5 appartements. Ils ont visité celui du dessus, celui d'en dessous. Ils connaissent les appartements voisins. Ils ont des connaissances. C'est un métier qui est formidable parce que vous êtes, en tant qu'agent immobilier, vous devez être décorateur, diagnostiqueur, analyste, avocat, vous devez être un clerc de notaire, vous devez être tout à la fois. Donc, son conseil, son œil, son regard sur la capacité de transformer un appartement, de faire des choses et de ne pas les faire, un agent immobilier pourra vous aider.
Donc, vous avez choisi cet agent immobilier, écoutez-le dans son conseil, ils sont toujours très pertinents. Et bien sûr, pour arriver à une conclusion heureuse de votre projet, on ne le fait pas sans argent. Et ça, c'est mon dernier conseil. Lorsque vous parlez à votre agent immobilier de votre projet, n'hésitez surtout pas à bien définir votre capacité de financement. Thibaut va vous en parler dans un instant. Pour nous, en tout cas, c'est absolument primordial. Lorsque vous faites votre crédit, vous avez votre ligne de crédit, c'est hyper important de la cadrer à l'euro près quasiment, parce qu'à 5 000 € en dessus ou en dessous, ça va changer complètement la donne sur la capacité d'un agent à vous proposer des biens peut-être un peu plus chers, des biens peut-être moins chers. Enfin, un appartement à 200 000, si vous n'avez que 190, vous n'irez pas au bout et vous allez être déçu. Par contre, si vous avez 215, eh ben, c'est quand même des mètres carrés en plus, c'est des conditions peut-être d'étage en plus, des prestations supplémentaires. Donc, cadrez absolument en amont de tout ça votre crédit. Et je pense qu'avec ces 11 conseils, vous irez vers une vraie conclusion heureuse de votre projet immobilier. Thibaut, je te passe la main sur l'argent, c'est pour toi cette fois-ci. Merci à toi. Ça marche. L'idée, là, c'est de vous faire aussi un petit débrief sur les critères gagnants pour obtenir son crédit. Alors là, vous avez à l'écran 5 critères gagnants que je vais détailler un peu. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur ces critères, effectivement, Rodolphe disait qu'il faut bien cadrer sa capacité d'emprunt ou de financement avant le projet. Vous avez plein aujourd'hui d'acteurs qui vous permettent de le faire. Sur Préto, par exemple, vous pouvez venir faire une simulation et on va tout de suite vous donner la capacité d'emprunt, alors sous réserve que vous ayez rempli, bien entendu, les bonnes informations. Et donc ensuite, ça va déjà vous donner à peu près une idée sur où est-ce que vous allez vous projeter, comment vous allez vous projeter. Mais ce n'est pas encore suffisant pour être sûr que vous avez cette somme et que vous êtes capable d'avoir cette somme, en tout cas, d'emprunter cette somme. Pour continuer à cadrer votre projet, je pense que plus globalement, il faut aller se documenter. Il y a aujourd'hui sur le web et sur la toile beaucoup de littérature. Il faut continuer à aller sur des sites, des sites d'agences immobilières, des sites de courtiers aujourd'hui, vous donnent plein d'infos sur comment bien commencer un projet. Et donc, parmi ces projets, notamment, il y a définir les critères de recherche qui sont ceux qu'évoquait tout à l'heure Rodolphe. Et donc, pour aller plus loin dans le cadrage de votre demande de financement et de votre capacité de financement surtout, vous pouvez demander à des courtiers, nous on le fait tous les jours, ce qu'on appelle des attestations de financement. Cette attestation de financement, elle vous permet de prouver à un agent immobilier, mais surtout à un vendeur et accessoirement aussi au notaire, que vous avez la capacité d'emprunter la somme qui est indiquée sur le papier que vous amènerez. Et donc, le fait de savoir que vous pouvez emprunter 200 000, vous étiez peut-être en train de visiter depuis quelques semaines des appartements à 190, et comme le dit assez justement Rodolphe, vous savez que vous pouvez pousser jusqu'à 200. Et ça, c'est important pour ne pas rater des ventes, et puis surtout pour rassurer des vendeurs qui, aujourd'hui, sur un marché de l'immobilier qui est quand même super compétitif, vous allez vous retrouver avec plusieurs autres acheteurs. Si vous avez une attestation de financement qui prouve que vous avez la capacité d'avoir le bien au prix qui est celui qui est affiché, vous aurez plus de chances d'amener votre projet au bout. L'autre petit conseil que je peux vous donner aussi, c'est de constituer des dossiers propres, des dossiers complets qui ne vont pas faire perdre de temps aux banques. Faut comprendre qu'on sort en plus là de 2 mois de confinement. Il y a eu une espèce de goulot d'étranglement dans les banques du fait qu'il y avait moins de personnel, les choses ont pris du retard. Donc les dossiers un petit peu mal instruits, mal faits, mal montés, mal amenés, vont pas être bien pris en compte par les banques. Les projets pas précis, des projets pas très clairs, les banques vont les mettre un petit peu sur la pile de côté et vous allez passer en dernier. Donc c'est super important de pouvoir, avec un professionnel comme un courtier par exemple, ou même avec un conseiller bancaire, de cadrer absolument votre projet, de parler de votre projet, de parler de vos objectifs de votre projet. On a besoin de savoir, nous, quand on va aider quelqu'un à obtenir un crédit, de connaître les objectifs de vie de votre projet. Alors, même si c'est sur du locatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un crédit, c'est pas qu'un taux. La plupart d'entre vous, et là je vois des questions qui ont pas mal défilé depuis tout à l'heure, sont focalisées sur le taux, la baisse des taux, la hausse des taux, c'est quoi un bon taux, un mauvais taux. Mais il n'y a pas que ça dans un crédit, il y a plein de conditions. On peut avoir besoin de rembourser de manière anticipée son crédit, donc il faut qu'on puisse le négocier, ça, avec la banque. On peut avoir besoin de moduler son crédit, de pouvoir payer un peu plus de mensualités, moins de mensualités. On peut avoir besoin de stopper son crédit pendant quelques mois. On peut avoir besoin de transférer son crédit. On peut avoir besoin d'une assurance spécifique. Enfin bref, il y a plein de choses qui tournent autour d'un crédit immobilier. Et donc, du coup, il ne faut pas uniquement être focalisé sur le taux. Et donc, pour ça, le courtier, l'expert,
que vous aurez en face de vous. Il a besoin de connaître vos objectifs de vie pour bien cadrer votre projet, bien cadrer votre crédit et vous façonner avec la banque un crédit qui corresponde à l'exactitude à ce dont vous avez besoin pour le projet que vous êtes en train de réaliser. Et donc, pour ça, il faut faire un bon dossier. Et pour faire un bon dossier, eh bien, il faut avoir quelqu'un au bout du fil. En tout cas, nous, on les a au bout du fil. On ne vous voit jamais en vrai, malheureusement. Même si on reçoit souvent les photos de vos appartements quand vous les avez achetés. Il faut cadrer ce projet avec ce professionnel, passer du temps avec lui, relancer, prendre des rendez-vous, etc. C'est super important pour faire aboutir un projet. Donc, pour revenir sur les quelques critères, j'en parlais tout à l'heure un petit peu sur ce qui sont très liés d'ailleurs au resserrement de l'octroi de crédit. Un apport qui couvre les frais. Vous devez aujourd'hui apporter les frais. C'est sûr que là, vous avez un dossier qui passe, mais beaucoup plus facilement que l'ensemble des dossiers. On peut encore acheter sans apport, mais pour être tout à fait honnête, ça devient compliqué. Donc, vous êtes en train de challenger votre courtier là, quand vous faites ça. C'est une bonne chose, on aime ça tous les jours, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. Essayez aussi, dans la mesure du possible, de conserver de l'épargne après votre projet. Encore plus pour ceux qui ont des projets qui vont être des projets notamment de construction ou ceux qui ont des travaux. On sait tous que quand on fait des travaux, on sait tous que quand on a ce genre de projet, eh bien, à un moment donné, l'enveloppe qu'on avait définie, elle va peut-être être un peu dépassée, elle va peut-être un peu déborder parce qu'il y a plein d'imprévus dans ce genre de projet. Donc, si vous n'avez pas d'épargne après projet, vous n'aurez pas la capacité de subvenir aux besoins de ces travaux et donc, du coup, payer ces factures. Et donc, qu'est-ce que vous ferez ? Vous ferez sûrement un crédit, par exemple, à la conso. Et donc, du coup, ça, c'est mal vu et ça, les banques n'aiment pas. Donc, gardez de l'épargne après votre projet, mettez dans l'apport et gardez de l'épargne pour après le projet de manière à pouvoir, du coup, avoir une épargne de sécurité. Un petit détail qu'on oublie assez souvent, notamment avec les fameux découverts autorisés, c'est une tenue de compte propre. Lorsque vous avez des commissions d'intervention, lorsque vous jouez au jeu d'argent, lorsque vous avez des très gros découverts chaque mois, vous n'êtes pas un profil très attractif pour une banque, il faut se le dire. Donc, du coup, c'est important, au moins les 3-4 mois avant le moment où vous allez vous mettre à faire votre demande de crédit auprès de la banque, d'avoir des comptes qui sont bien tenus. Et donc, de manière très simple, il faut vous dire qu'à partir du moment où vous recherchez un bien, à partir du moment où vous commencez à visiter des appartements, où vous êtes en train de vous projeter dans les visites d'appartements, vos comptes doivent être nickel. Voilà. Si je peux vous donner un conseil, c'est celui-là. Quand on marque éviter le multi-crédit conso, le crédit consommation, alors le crédit auto est un crédit conso, mais c'est aussi, ça peut aussi être un crédit pour acheter un écran de télé, un crédit pour acheter une nouvelle machine à laver, etc. Il y a plein de types de crédits conso. Évitez de les multiplier, ça veut dire que du coup, vous êtes un profil très consommateur de crédit conso, les banques n'aiment pas beaucoup ça. Mieux vaut faire votre crédit conso une fois que vous êtes dans la banque avec laquelle vous avez fini votre projet plutôt qu'avec un autre organisme. Et puis, pour revenir encore une fois sur ce dernier élément, sont les 33% d'endettement maximum. Pour connaître votre endettement, la meilleure chose à faire, forcément, c'est d'aller voir un professionnel et un courtier qui sera lui-même le plus capable de vous dire comment on peut travailler votre endettement aussi. L'endettement, ce n'est pas fixe, on peut l'ajuster, on peut trouver des moyens d'ajustement, on peut présenter un dossier de financement d'une autre manière qu'en faisant un calcul bête et méchant, même si ça reste des mathématiques, il y a quand même des ajustements à faire. Mais soyez très vigilants avec ce taux. Ce taux d'endettement, ça devient maintenant très compliqué d'aller au-delà. Alors, tout à l'heure, quelqu'un me posait la question, sauf c'est quoi les très gros profils ? Honnêtement, les revenus qui vont au-delà de 100 000 euros par an, on va pouvoir aller déroger sur ce genre de profil. En deçà, ça commence à être un peu compliqué. Voilà. 33% avec ou sans assurance, on pose la question, je réponds direct, ce sera plus simple. Sans assurance pour le moment. Certaines banques font sans assurance, certaines banques vont prendre avec assurance. Donc ça, pour le savoir, le mieux, c'est d'en parler avec votre professionnel qui fera, qui saura vous dire où est-ce que vous devez mettre le curseur. On est arrivé à la conclusion un peu des petits conseils qu'on pouvait vous donner. Donc, on va essayer de répondre à l'ensemble des questions que vous nous avez posées. On avait déjà pas mal de questions en amont, donc on va peut-être les prendre tout de suite. Et puis derrière, on va aussi répondre à toutes les questions que vous avez posées tout à l'heure. J'ai essayé d'en faire 2-3 en direct pour répondre assez rapidement au plus pressé, mais on va rentrer dans le détail tout de suite. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que vous nous entendez toujours bien ? Est-ce que vous pouvez faire un petit like ou deux pour qu'on sache si les choses sont OK ? Bon, ça a l'air d'être... Ça bouge un peu. Hein. Ça bouge un peu. OK. Bon, on passe aux questions si tu veux, Thibaut.
Ouais, je vais lire la première question et puis je te laisserai répondre, Rodolphe, si tu veux. On peut Vas-y. faire comme ça. Première Donc, question. on avait une première question. Nous souhaitons acquérir notre premier projet immobilier. Avec la crise, est-ce le bon moment au niveau des prix d'achat et des banques? Donc, on va tous les deux y répondre. Je te laisse commencer si tu veux. Excuse-moi. Pardon, problème de connexion. Vas-y, tu répètes, excuse-moi. Nous souhaitons acquérir notre premier projet immobilier. Avec la crise, est-ce que c'est le bon moment du coup pour acheter un bien IMO et puis faire un crédit? Donc là, j'y répondrai. Sur le bon moment, ouais, il y a toujours, enfin, ouais, c'est bien sûr que c'est le bon moment parce que le marché est toujours porteur, parce qu'on se retrouve sur des projets de vente qui existent. Donc, honnêtement, oui. Si en plus votre crédit est déjà validé en amont, que vous avez pu confier ça à votre courtier pour qu'il puisse établir vos conditions de crédit, que vous avez un beau dossier comme en a parlé Thibaut, honnêtement, allez-y, foncez parce que le marché est devenu beaucoup plus rationnel et c'est vraiment la très bonne occasion de vous lancer dans ce projet immobilier, bien sûr. Côté crédit, un projet immobilier, c'est toujours vous endetter quand même sur quelques années. C'est quand même un projet important, donc c'est plutôt à vous de bien réfléchir sur le choix ou non que vous voulez faire dans ce projet. Et c'est un peu ce que disait Rodolphe. Après, si vous avez un bon profil, un bon dossier, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Les taux ont bougé. Ils ne vont pas redescendre. En tout cas, ce n'est pas tout de suite qu'ils vont redescendre, c'est sûr. Je ne suis pas sûr, on n'est pas certain qu'ils réaugmentent, mais ça, on n'a pas de boule de cristal. Malheureusement, là-dessus, on peut pas jauger. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on fait des crédits. Ça se passe très bien. Les gens empruntent. Il n'y a pas que les gens qui ont beaucoup d'argent qui peuvent faire des crédits immobiliers et acheter le bien dans lequel ils veulent vivre. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter à avoir un projet. Si vous rentrez dans les critères qu'on vous a donnés, je pense qu'il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. C'est le moment. Je vais te lire une question qu'il y avait pour toi, Rodolphe, aussi. Ouais. Comment choisir le meilleur agent immobilier? C'est une vaste question. Comment choisir le meilleur agent immobilier? Finalement, la réponse est assez simple. Un agent immobilier doit s'intéresser à vous. Je vous l'ai donné dans un de mes conseils. Un agent immobilier n'est pas là pour vous présenter 4 murs, une salle de bain, une cuisine. Il est là pour s'intéresser à vous et absolument que vous. Ce dont il a besoin, c'est de vous connaître mieux et de prendre énormément d'éléments qui vous correspondent. Donc, un agent immobilier qui va suivre une trame sur votre surface, prix, bon, ça, c'est des choses qui sont élémentaires et importantes, évidemment. Vous n'allez pas acheter 100 mètres carrés si vous pouvez en acheter 50. Mais il doit s'intéresser absolument à vous. Vous allez devoir le tester aussi, tester par des questions plus ou moins pertinentes, le tester sur sa connaissance immobilière. Et évidemment, vous allez finalement vous rendre compte que c'est un bon professionnel lorsqu'il vous appellera souvent pour prendre de vos nouvelles, savoir où vous en êtes dans votre projet et qui sera optimement avec vous. Et donc, c'est là que la relation s'établit. Je réponds tout de suite à une question qu'on vient de nous poser parce qu'on vient de nous dire, on a dit plusieurs fois, Rodolphe a un bon profil et donc du coup, on nous demande ce que c'est qu'un bon profil. Le bon profil, c'est celui qui correspond aux critères dont on vous a parlé tout à l'heure, sur l'endettement, l'apport, etc. C'est ça un bon profil. Un bon profil, c'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Un bon profil, c'est quelqu'un qui respecte les conditions d'octroi de crédit. En tout cas, dans le crédit, c'est ça. C'est ça un bon profil. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est forcément très riche, même si c'est ce que la plupart des gens peuvent croire. Il y avait une autre question pour toi, Rodolphe. L'agent défend-il l'intérêt de l'acheteur et comment être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt? J'espère qu'il défend l'intérêt de l'acheteur. Dites-moi, il est quand même là pour ça. C'est Optis qui, finalement, ça répond aussi à la première question de tout à l'heure, c'est-à-dire comment choisir un bon agent immobilier? C'est surtout celui qui va défendre vos intérêts. Alors, c'est vrai que la particularité d'un agent immobilier, c'est qu'il est un peu les deux. Il est un peu nord et sud. C'est-à-dire qu'il est en train de se défendre les intérêts d'un vendeur et défendre les intérêts de l'acheteur, sauf qu'il défend les intérêts de plusieurs vendeurs au profit aussi d'un acheteur. Donc, il y a une question, j'ai vu défiler sur hérésie ou pas du PAP ou de l'achat entre particuliers. Honnêtement, donc pas hérésie du tout pour répondre à la question que je viens de voir défiler. Par contre, un vendeur qui est sur PAP n'a qu'un bien à vendre. Donc, il va défendre que ça. Un bon agent immobilier va pouvoir avoir plusieurs biens à vous proposer. Donc, forcément, il va défendre votre intérêt puisqu'il a un catalogue de biens qui est bien plus important et il pourra justement mettre en comparaison, comme je vous le dis dans mes 11 conseils, mettre en comparaison des appartements que vous allez visiter du même acabit avec des critères à peu près similaires et vous en faire visiter plusieurs. Et donc, c'est à ce moment-là que vous verrez qu'il défend vos intérêts. Donc, oui, l'agent immobilier est là pour défendre vos intérêts. J'avais une autre question sur le chômage partiel, qui est effectivement une grosse question sur un petit peu comment les banques vont appréhender les dossiers des personnes qui ont été au chômage partiel.
Et est-ce qu'avec un salaire au chômage partiel jusqu'à octobre, on peut faire un crédit? Alors, c'est deux questions un peu différentes. Pour les gens qui ont été au chômage partiel, il n'y a pas de gros sujet pour le moment s'ils ont repris leur activité à 100%. Les banques continuent à instruire le dossier de manière plutôt normale sans trop regarder. En tout cas, quelques banques. Pour ceux qui seront encore au chômage partiel jusqu'à octobre, il n'y a pas de réponse. Là, je vais vous faire un peu rigoler tout à l'heure, mais une réponse de Normand. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des banques qui vont faire un prorata de vos salaires ces 3 dernières années pour regarder en fonction de votre ancienneté, pour voir si finalement on va pouvoir calculer un salaire plein ou quasi plein dans votre, pour calculer votre endettement et votre capacité d'emprunt. Et il y en a d'autres qui vont même pas regarder, qui vont considérer que votre boîte va fonctionner. Après, on n'a pas de là-dessus, il n'y a pas de réponse finalisée sur ce sujet. Je pense qu'on va un peu apprendre en marchant aussi avec ça. Donc là-dessus, on ne pourra pas trop vous aider sur ce sujet, en tout cas. J'avais une question pour toi aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse des prix à Paris? Ah, alors, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas de donner une réponse qui soit la baisse de l'immobilier avec une baisse uniforme. Cette réponse n'est pas intelligente en soi parce que les appartements, certains appartements baissent, d'autres se valorisent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si on prend des moyennes, ce que font la plupart des économistes, c'est prendre une moyenne, une tendance générale. Honnêtement, de ce que l'on voit depuis le 11 mai, à partir du déconfinement jusqu'à maintenant, on a une phase de marché qui est sur une hyper frénésie encore du marché, avec des gens qui étaient engagés dans un marché, qui sont des acheteurs qui étaient engagés, qui continuent de se projeter dans leur projet. Donc, on a des prix qui sont hyper stables. On n'a pas de baisse catégorique. On peut avoir certains biens qui baissent, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette baisse de 3-5% sur des biens qui ne sont pas assez qualitatifs. Tous les appartements, alors j'ai vu passer la question, quels sont ces critères qui rendent l'appartement peu qualitatif? Les rez-de-chaussée, les appartements avec sani-broyeur par exemple, les derniers étages, 6, 7e étage sans ascenseur, des appartements un peu cosmétiques, c'est-à-dire qu'on a rénové l'appartement avec deux bouts de ficelle. Ces appartements-là, honnêtement, attendez-vous à ce qu'ils soient plus regardés. Et donc, plus regardés, les prix vont être négociés sur ce genre d'appartement. Le 14 000 du mètre pour un souplex, je ne suis pas sûr qu'on puisse le revoir d'ici peu. Et il y avait quelqu'un qui te posait une question aussi qui disait est-ce que c'est encore bon de négocier un prix en fait? Est-ce qu'on est en position de bien négocier un prix aujourd'hui, et notamment par exemple sur les terrains ou ce genre de choses? Alors, la négociation sur un prix vous met quand même en joue parce que vous risquez quand même, il y a deux acheteurs derrière vous. C'est-à-dire que si vous commencez à négocier un prix, vous avez le risque de le perdre, et deux, vous avez le risque de faire une offre qui est une offre au rabais par exemple, ou une offre négociée, et vous allez avoir un autre acheteur qui va se servir de ça pour faire une offre au prix et donc avoir l'appartement. Donc, ça, c'est un risque que vous pouvez, seul vous pouvez couvrir. La tendance aujourd'hui, c'est effectivement, certaines personnes se prêtent au jeu de la négociation de certains biens. Mon avis est quand même de faire attention parce que on est quand même sur un marché qui est bien valorisé. On n'a plus les 15 acheteurs par appartement, on est sur un petit peu moins, mais ils sont toujours là, ils sont persistants. Et tu l'as dit, les gens qui ont été élus par leur banque parce qu'ils ont un très bon dossier de crédit, eux vont aller jusqu'au bout. Et à mon avis, l'offre prix défile derrière. Donc, négociation, attention, c'est un risque. Ça marche. J'avais une autre question, plutôt pour moi, je pense, sur le taux d'usure des gens qui se sont vus refuser des crédits parce qu'ils dépassaient le taux d'usure. En fait, il y a un petit phénomène qui est d'ailleurs un peu paradoxal depuis quelques temps, mais le taux d'usure a baissé alors que les taux ont augmenté. Et le taux d'usure, c'est quoi? C'est le taux maximum, on appelle ça le TAEG, pour ceux qui sont moins désinitiés, je dirais c'est un peu le taux tout compris, hein, avec du coup qui va comprendre le taux de l'assurance, les frais de dossier de la banque, les frais de tenue de compte de la banque, tout ça, ça vous fait un taux final. Et ce taux final ne doit pas dépasser un certain seuil. Et lorsque aujourd'hui vous atteignez ce seuil, eh bien, du coup la banque n'a pas le droit de vous octroyer de crédit. Elle ne peut pas vous octroyer de crédit. Et donc du coup c'est ça le taux d'usure, si c'était pour répondre à cette question. Donc c'est important de savoir que dès que vous allez avoir aujourd'hui des crédits qui vont avoisiner les plus de 2%, posez-vous la question de savoir si vous approchez du taux d'usure. En tout cas, posez-la
à votre expert financier ou à votre conseil financier. J'avais pas mal de questions sur le sans apport, mais je pense y avoir pas mal répondu. J'avais une question aussi pour moi toujours sur la SCI. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un taux bas avec une SCI par rapport à un particulier? La réponse est non. Les banques ne sont pas des grandes fans des SCI, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, du coup, vous allez souvent avoir des taux qui sont plus importants avec des SCI. Comme quand vous faites des achats en locatif, d'ailleurs, vous avez des taux qui sont plus importants. Mais après, lorsqu'on fait souvent un achat en SCI ou en locatif, c'est que derrière, on attend un rendement et qu'on va couvrir l'ensemble des frais. Donc, c'est pas très grave, c'est pas forcément le taux qu'il faut regarder quand on fait ce genre d'investissement. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Rodolphe, encore? On en a pas mal. Hein. J'ai peur que les prix baissent d'ici quelques mois et d'acheter au prix fort en ce moment. Qu'en pensez-vous? Je suis pas Nostradamus, je peux pas vous dire quels sont les prix. Aucune personne ne pourra vous donner de façon complètement définitive les prix, et si je pouvais moi les anticiper, ça serait vous mentir. Après, tout dépend de votre situation. Si vous êtes un acheteur-vendeur par exemple, que vous êtes sur un double projet, ou vous êtes sur un marché qui est plutôt linéaire, qui n'est pas logarithmique, c'est-à-dire que vous allez quand même vendre cher et acheter cher, donc vous allez forcément vous y retrouver. Alors surtout si vous avez acheté il y a 10 ans, vous allez forcément vous y retrouver. Mais est-ce que les prix vont absolument baisser? On était sur une crise sanitaire, une crise humaine où les gens on leur a coupé leur capacité de se mouvoir. Aujourd'hui, un marché qui était, je vous l'ai dit, qui a décéléré, mais qui retrouve, et ça, c'est peut-être le marché français qui veut ça, cette capacité de résilience qui est très forte. Résilience, mais le fait d'être confiné chez soi et de se rendre compte que finalement, on est ressorti avec cette volonté de stabilité, ça va jouer sur les gens. Et comme je vous l'ai dit, le marché correspond au comportement des gens. C'est un marché qui est hyper psychologique. Donc forcément, je trouve que les prix vont se stabiliser. Plus de cohérence, donc moins d'ascenseurs de volatilité sur ces prix-là. Donc, vous demandez si les prix vont augmenter, baisser avec un pourcentage défini, je ne peux pas vous dire, et aucune personne ne pourra vous le dire dans un temps que vous voulez définir. Mais jusque-là, le marché est quand même très, très stable. En tout cas, pour choisir votre bon agent immobilier et votre bon courtier, celui qui vous dit que les prix vont baisser et que les taux vont baisser, vous pouvez vous dire que ce n'est pas un bon, déjà. Vous avez déjà une bonne réponse. Très bien, vous avez déjà le premier conseil. Et côté comportement, tu parlais de comportement, il y a des gens qui posent des questions sur est-ce qu'il ne va pas y avoir un boost en province ou sur la périphérie pour des gens, pour les maisons, les trucs, les espaces comme les balcons, tu vois, ou ce genre de choses. Il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé aussi là-dessus sur finalement le fait d'être confiné chez soi à Paris dans son 30 mètres carrés ou 20 mètres carrés sans espace extérieur. Alors les gens vont dire au même prix, autant aller. Alors oui, on observe quand même des gens qui, pour un prix équivalent, peuvent se retrouver finalement à l'extérieur de Paris ou en première couronne, mais c'est pas tant l'espace extérieur. Il y a un paramètre aujourd'hui, et on a vu ça, je crois, sur le chat, c'est le télétravail. Il y a un comportement aujourd'hui qui est totalement différent sur les acheteurs, c'est que on passe pas 7 jours, 6 jours ou 5 jours sur 7 dans ces bureaux, mais quasiment 1 jour ou 2 jours pour la plupart des gens, voire même pas du tout. Donc le fait de se dire je peux travailler de chez moi, et c'était un révélateur parce que le télétravail a pris 5 ans d'un coup avec ces 2 mois, on se rend compte aujourd'hui que des gens qui sont chez eux peuvent travailler, et quitte à être chez soi et qu'on ait passé 2 mois en disant c'est trop petit chez moi et j'ai pas d'espace bureau et je peux pas travailler, je vais en première couronne, je vais un peu plus loin. C'est pas tant l'espace extérieur qui prime, mais le confort intérieur et cet espace que l'on peut aménager pour bien travailler si aujourd'hui on a décidé de faire 70% de télétravail par exemple. Ça marche. On me demande pas mal de trucs sur le neuf et l'ancien aussi. Est-ce que je dois acheter dans le neuf? Est-ce que je dois acheter dans l'ancien? Ça a des avantages. C'est deux marchés totalement assez différents sur les comportements aussi des acheteurs. Pas assez de data aujourd'hui parce que les chantiers ont été mis en pause pour la plupart. On reprennent que maintenant avec des livraisons qui vont arriver beaucoup plus tardivement, ce qui joue sur la rentabilité des projets. Même chose. Aujourd'hui, de ce que l'on sonde sur ces derniers jours, pas de variation sur le prix du neuf. Ça marche. On me pose une question sur le différentiel, l'endettement différentiel. Alors, l'endettement différentiel, c'est un calcul de votre endettement qui va bien prendre en compte, encore mieux prendre en compte, pour le faire de manière simple, les revenus des loyers que vous allez percevoir lorsque vous faites un investissement locatif. Est-ce que les banques le font toujours? Oui, mais plus beaucoup. Si c'est voilà la question que la réponse que je peux donner à cette question.
Et là encore, il faut que vous trouviez. En gros, vous ne trouverez pas tout seul la banque qui fait du différentiel. Voilà, il faut faire appel à un pro pour qu'il aille vous la dénicher. Il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Elles ne sont pas nombreuses. Et donc, du coup, il faut savoir où aller les chercher. On me demande aussi, alors ça peut être pour nous deux, quel est l'impact du confinement et du déconfinement sur les délais de rétractation et de négociation des prêts. Donc, tu vas plutôt répondre peut-être sur la rétractation, les compromis, etc. Mais... Alors, ça s'est figé, Thibaut, à un moment. On me posait la question, c'était c'est quoi l'impact du confinement et du déconfinement sur les délais de rétractation, par exemple sur un bien lorsque tu veux casser un compromis ou sortir d'un compromis, etc. Alors oui, ça a prorogé en fonction du début de la période de rétractation parce qu'elle ne peut pas se pour finir. Ceux qui ne connaissent pas, proroger, ça veut dire repousser, c'est la date limite à laquelle vous devez... Cette date butoir, effectivement, proroge en fonction de sa date de fin et en tout cas de son émission. Il fallait qu'elle ait eu lieu avant ou qu'elle se termine avant le confinement. Elle se proroge post-confinement. Effectivement, une des clauses suspensives, c'est dans ces cas-là, la clause suspensive se proroge, donc se prolonge au sorti du confinement. Ok, merci. Moi, j'avais quelques questions sur de Pris qui me disait « Bonjour, nous avons acheté une maison il y a 1 an, mais nous souhaitons finalement plus grand. » Très bien. Quelle démarche possible s'offre à nous, crédit relais, vente puis rachat? Alors ça, c'est un peu la grosse question. En fait, il y a du pour et du contre dans les deux. L'avantage du crédit relais, c'est que vous avez une énorme sécurité. Ça veut dire que on vous permet d'acheter votre futur bien et alors que vous n'avez toujours pas vendu votre premier bien. Donc, vous pouvez acheter votre futur bien et le temps que vous ayez vendu votre ancien bien, vous ne payez que les intérêts du crédit et donc du coup, vous payez une petite somme et vous ne payez pas 2 crédits en même temps. C'est une sécurité parce que vous pouvez faire ça pendant 1 an et vous pouvez même le proroger. On va réutiliser proroger d'1 an. Par contre, forcément, ça coûte un peu plus cher. C'est des intérêts supplémentaires, c'est des intérêts de crédit supplémentaires. Ça peut aller de 2 000 à 3, 4, 5, 10 000 euros. Ça va dépendre des montants de vos crédits. Alors que lorsqu'on fait une vente puis un rachat, on peut appeler ça par exemple une vente concomitante. Il y a plein de noms pour dire ça. C'est-à-dire que vous vendez et vous achetez le même jour. Alors ça a un avantage, c'est que ça vous coûte rien. C'est que ça vous permet de récupérer la plus-value de votre vente tout de suite et de la réinjecter dans le futur crédit et puis même de peut-être garder un peu d'argent pour faire des travaux ou pour des projets perso. Mais par contre, ça veut dire que votre acheteur, il faut surtout pas qu'il se désiste. Parce que si votre acheteur se désiste, vous vous retrouvez sans argent pour acheter la maison que vous voulez acheter. Et à contrario, si vous pouvez plus acheter, du coup, vous avez une maison qui a été vendue. Et donc, vous êtes SDF. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Donc, en fait, il y a un choix qui est sécuritaire, mais qui, du coup, forcément, coûte un peu plus cher. Et puis, il y a un choix qui est risqué, ou en tout cas plus risqué, mais qui, du coup, coûte quasiment rien et qui est moins cher. Je regarde si on a d'autres questions. J'avais une question sur tenue de compte propre, avoir des transferts de quelques milliers d'euros entrée et sortie vers des comptes d'actions ou de crypto. Est-ce que c'est mauvais signal? Alors, des comptes d'actions, pourquoi pas. Des comptes de crypto, les banques, elles n'aiment pas encore trop la crypto-monnaie. Elles n'aiment pas trop déjà les banques en ligne pour les banques classiques. Alors, la crypto-monnaie, on commence à rentrer dans un autre monde là. Non, honnêtement, vous pouvez le faire, mais en tout cas, il faut bien le justifier. Il faut savoir que vous pouvez avoir des transferts d'argent. Vous avez le droit en fait d'envoyer de l'argent à qui vous voulez, comme vous le souhaitez. Ça, c'est pas un problème, et on est libre quand même de le faire. C'est juste qu'il faut que ce soit bien justifié, bien argumenté. Et encore une fois, si vous balancez votre dossier comme ça avec juste vos relevés de compte et que le banquier voit ça sans explication, il ne comprendra pas. Donc c'est pour ça que c'est important de monter un dossier, ce qu'on appelle monter un dossier. Donc du coup, de faire un explicatif, une synthèse, un résumé, et d'avoir quelqu'un qui va défendre ce truc pour vous et qui va expliquer par A et plus B que c'est pas un problème de faire ça et qui va convaincre la personne avec vous avec de l'argumentaire et qui va parler la même langue que le banquier, ce qui est quand même plutôt important. Je regarde ce qu'on avait encore. Bonjour, avant le confinement, je devais mettre mon appartement en vente pour réaliser un projet en province. Je voudrais savoir si le prix de l'immobilier a été impacté par cette pandémie, on y a déjà répondu. Et mon appartement se trouve en bas de Montreuil, c'est un 2 pièces. Bon. Montreuil, c'est première couronne, on est à l'abri de la baisse immobilière, c'est une zone qui est quand même en plein essor, donc confiance sur Montreuil, très confiance. Elodie nous demande si c'est intéressant de continuer à faire un achat en investissement locatif. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, ça dépend du rendement locatif. Si c'est un rendement à 1%, je dis n'y va pas parce que aucun intérêt. Tout achat locatif est bien dès lors que le rendement est intéressant. On table en général sur des rendements à 5% pour lesquels on a un intérêt. En dessous, on peut se diriger vers soit plus loin d'autres villes peut-être. Mais si elle disait que c'était à Paris, c'est ça ou ailleurs? Il n'y a pas de précision. Bon, ok. Table sur un 5% de rendement locatif, on considère que c'est un bon rendement. C'est ça. Et côté crédit, ça vaut toujours le coup. Les taux sont quand même toujours bas, donc vous avez des mensualités et des conditions qui sont toujours intéressantes pour pouvoir avoir un bien locatif qui soit rentable et qui ne coûte pas d'argent et faire un peu de ce qu'on appelle le cash flow, si vous le souhaitez. On arrive au terme de notre heure de live, donc je pense qu'il faut qu'on arrête. On a, je pense, dépilé pas mal de questions, ou la totalité des questions. Si certaines questions n'ont pas trouvé réponse, on est en capacité de vous répondre par écrit à la suite du live, donc on se fera un plaisir de le faire, donc n'hésitez pas. Vous pouvez continuer à poser des questions et même nous les envoyer comme vous l'aviez fait en avance, et puis du coup on vous répondra en direct par écrit de manière très simple. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je ne sais plus combien on est là, je ne vois plus trop là, mais merci à tous. N'hésitez surtout pas à vous rendre à la fois sur proprio.fr et preto.fr pour nous écrire. On est disponible, on répondra à toutes vos questions si nécessaire. Merci de nous avoir écoutés. C'était assez sympa, bon échange. Ouais, merci Rodolphe pour avoir merci aussi pour tes lumières. Et puis, écoutez, on prolonge nos discussions à travers d'autres questions. Et puis, sur nos plateformes, vous venez sur nos sites, on sera ravis de vous accueillir. On a des chats et des simulateurs qui sont là pour vous accompagner. Excellente fin de journée et bon début de soirée maintenant. Bonne soirée. Au revoir. À très bientôt.